En 2014, vous aurez vos compétences respectives. Il n'y aura plus ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Vous aurez vos compétences affirmées dans chaque collectivité. Aujourd'hui, qui décidera de quoi? Comment vous évoluerez dans vos compétences respectives? Et y aura-t-il des dossiers transversaux encore entre vos deux collectivités? On passera un accord entre les départements et les régions sur un certain nombre de compétences. Et on pourrait dire sans aucune difficulté, nous, départements, par exemple, on ne veut plus faire les collèges, on se met d'accord pour que ce soit les régions, ou les régions pourraient dire on ne fait plus les lycées, on vous les donne, mais par contre, on voudrait s'occuper d'autres sujets. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de travailler entre nous et de trouver des accords pour faire en sorte qu'on ne se chevauche plus sur des compétences sur lesquelles il faut qu'il y ait une clarification, puisque l'objectif est vraiment celui-là, que le citoyen se dise l'économie c'est un tel, se dise l'enseignement c'est un tel, etc. et ne se dise pas qui fait quoi. François Bonneau. La clarification, elle doit se faire, me semble-t-il, pour l'efficacité de l'action publique entre les collectivités. Mais il y a un autre sujet qui était attendu, qui est toujours attendu. C'est la clarification des compétences entre l'État et nos collectivités. Force est de reconnaître que dans un État qui est un État jacobin, centralisateur, etc., beaucoup de sujets qui ont fait l'objet de décentralisation continuent à être, pour large part, préemptés par l'État, avec des doublons d'administration, des doublons d'intervention. Je prends un exemple concret touchant une compétence centrale qui est celle des régions. L'apprentissage. L'apprentissage. Eh bien aujourd'hui, sur les aspects de financement, j'en parle assez à l'aise puisque la région centre est la 4e pour le poids donné à l'apprentissage au niveau des 22 régions, on a des interventions permanentes de l'État. La clarification suppose qu'il y ait un chef de file. Le gros problème, c'est lorsque finalement, pour un acteur économique, pour un acteur public, pour un acteur social, il y a un maquis trop difficile à pénétrer, de responsabilités enchevêtrées, sans chef de file, sans clarification. Et à cet égard, si les choses viennent et sont bien faites, tant mieux. Mais pour le moment, la loi est largement décevante sur la clarification des compétences qui est nécessaire. Demain, quand vous aurez le même individu qui siégera à la région et qui aura une vision sur un sujet, l'enseignement, la formation, le médical, etc., enfin bref, l'université, et puis qu'il siégera le lendemain au département, ce qu'il a fait la veille, d'une main, il ne va pas le reprendre de l'autre. Donc bien évidemment, il saura ce qu'il a fait. Donc l'objectif, c'est celui-là, c'est d'avoir une clarification, une transparence pour les citoyens. Qui dit simplification dit temps, dit coût, dit gain administratif considérable, montage de dossiers, etc. Donc pour moi, puis transparence. C'est l'objet de la loi. François Bonneau. Oui. Comment est-ce que vous allez arriver à vous mettre d'accord? On entend bien ce que dit Éric Oliger, mais... Je suis perplexe et inquiet. Inquiet parce que aujourd'hui, si je prends la compétence économique, entre ce que fait Éric Oliger et son conseil général en matière économique, et ce que font en région d'autres équipes, et ce n'est pas un problème de couleur politique, il y a vraiment une différence qui est pas l'épaisseur du trait. Il y a des différences essentielles entre un département légitime qui fait des choix d'intervention économique et des départements qui le font beaucoup moins, soit pour des raisons de ressources, soit pour des raisons de philosophie et de priorité d'intervention. Il y a de sacrées différences. Et savoir qu'à chaque renouvellement, parce qu'il n'y aura pas eu clarification générale, à chaque renouvellement, il faudra trouver les articulations entre telle majorité départementale et telle globalisation au niveau de la région, puisqu'on n'aura plus vraiment de conseils régionaux. Encore une fois, ce sera un syndicat de conseils généraux. Je vous assure que ça va être sacrément complexe. Et j'ai peur, alors là, pour l'efficacité de l'action publique, que ça n'aille pas bien loin. On va essayer d'avancer parce qu'il y a encore beaucoup de questions et de thèmes à évoquer, et notamment revenir sur celui du mode électif. On en a déjà parlé un petit peu. Alors on l'a dit, il y aura 172 conseillers territoriaux. Donc qui pourra prétendre à être conseiller territorial? Qui va se présenter face aux électeurs? 172 personnes. C'est une très grosse assemblée. Honnêtement, en termes de dynamique d'assemblée, dans quelque chose de cette importance, sera quand même complexe. Parce que soit les élus viennent en disant « moi je suis élu d'un territoire, mon sujet c'est ce qui se passe sur mon territoire ».
Et à ce moment-là, comment porter des sujets importants qui sont des sujets de région, la recherche, l'innovation, le développement économique, on en parlait, l'enseignement supérieur. Si les élus disent, bah, écoutez, d'accord, vous voulez booster l'université d'Orléans ou l'université de Tours, mais moi, et on a un peu ce débat-là dans le schéma régional d'aménagement de développement du territoire, moi, mon sujet, c'est mon canton du sud de l'Indre, moi, mon sujet, c'est mon canton du nord de l'Eure-et-Loire, moi, mon sujet, etc. C'est là que je suis élu, c'est là que j'ai ma légitimité. Ce sera pas forcément facile d'arriver au bon niveau pourquoi ? Même pour avoir un dialogue de qualité, de bon niveau, avec deux partenaires que sont l'État et l'Europe. Le mode d'élection, 172 personnes, issues sur des cantons, pas élus sur un projet régional, qui sont confrontés à la mise en œuvre d'un projet régional, parce qu'il faudra quand même mettre en œuvre et répondre au sujet dont je viens de parler. Ce sera d'une grande complexité. On reparlera après du problème qui sont ces gens. Élus dans les deux collectivités, c'est nécessairement des temps pleins. Donc on a plus de probabilité d'avoir en grand nombre des professionnels du mandat électif. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Et sur les modalités actuelles, le risque est fort que, problème de parité, la parité qui est de règles, je voulais en parler, justement. De règles dans les collectivités avec un scrutin proportionnel, elle soit très très largement écornée si on part du canton qui a ses habitudes, qui a ses élus notables, etc. C'est plus difficile la promotion des candidatures féminines. Où vont siéger ces 172 conseillers territoriaux, puisque les deux hémicycles, que ce soit celui des départements ou de la région, vont être du coup trop petits? Ces frais de fonctionnement liés à ces nouveaux conseillers territoriaux, vous parliez donc d'élargir un petit peu les assemblées régionales pour accueillir tous ces conseillers. Ça peut être anecdotique, mais on a aussi parlé des frais de fonctionnement liés au déplacement de ces conseillers. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on essaye de progresser dans une direction, on trouve des problèmes purement, j'allais dire, matériels, parce qu'à ce moment-là, vous aurez quand même moins d'élus, hein, parce que sur le total, je ne sais plus combien il y en avait en région centre, mais au niveau national, ça en fait en gros 40% de moins. Donc en gros 40% de moins en région centre, 40% qui aujourd'hui touchent 100% d'une indemnité quelque part et qui ne toucheront plus l'indemnité. Donc c'est bien évident que vous ferez quand même, à une certaine échelle, des économies. L'objectif, c'était de faire des économies. Moi, je veux pas. Il y a un coût de la démocratie, il faut le dire aussi aux gens. On ne peut pas avoir de la démocratie, on ne peut pas avoir de la proximité, on ne peut pas avoir du débat, on ne peut pas avoir de l'écoute, etc., sans qu'il y ait un coût de fonctionnement de la démocratie. En tous les cas, ce qui sortira, ce sera au minimum égal, si ce n'est un peu plus. Donc le coût de la réforme pour faire tourner des collectivités ne sera pas diminué, et c'est un objectif qui était annoncé mais qui ne sera pas tenu. Et sur la parité, alors comment, parce qu'on sait que le scrutin uninominal n'est pas favorable à la parité, comment vous allez résoudre cette question-là? On a parlé de durcir les pénalités aux partis politiques qui ne la respecteraient pas. On n'y croit pas vraiment? Même si ce système d'obligation de pénalité est mis en place, etc., il n'empêche que la progression de la place des femmes dans la vie publique se fait beaucoup plus lentement. Donc, de manière, je crois, assez incontestable, on sera sur un recul par rapport à la parité, à la marche vers la parité. Parce que vous savez, ce n'est pas toujours facile d'arriver à constituer et à trouver la parité pour faire des listes. Hein. Chacun l'a bien vu. À terme, quand on aura un personnel masculin et féminin qui sera équilibré dans les communes, je suis persuadé que vous retrouverez un équilibre au-delà. Donc il ne faut pas non plus en faire, la vraie problématique. Des femmes maires, il y en avait 3 il y a 20 ans. Maintenant, il y en a 57, je crois, dans le département. Et puis, il y a vraiment une montée. Puis je peux vous dire qu'on en a repérer beaucoup, qu'on est en train de faire monter, et qu'à l'avenir, les hommes de la région comme du département, ils vont voir ce qui va se passer. Donc moi, je ne me fais pas de soucis sur la féminisation. Alors François Bonneau, puisqu'on arrive presque à la fin de ce débat, une question un peu politique. Le PS s'est engagé à abroger cette réforme des collectivités s'il est élu en 2012 à la présidentielle. Donc qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous ne gardez pas? Nous voulons un acte 3, donc suppression du conseiller territorial,
clarification des compétences, ça me paraît absolument nécessaire. Chef de file, clarification des compétences, et là aussi, il faut que l'État soit autour de la table dans son champ de responsabilité. J'ai cité des exemples tout à l'heure où on avait en effet des doublons. On a compris par cette heure et demie d'explication que les choses ne sont pas simples. Comment est-ce que vous allez expliquer ces choses-là aux Français au moment où il faudra passer aux urnes? Et pensez-vous, l'un et l'autre, qu'ils vont avoir confiance dans ces nouveaux politiques? Pour ce qui concerne les conseillers territoriaux, ils existent. On verra bien ce qui sera à partir de 2012. Remis en cause ou pas remis en cause. Moi, je me méfie de toutes les promesses de remettre en cause tout ce qui a été fait par le prédécesseur. En général, c'est rare. C'est très rare et très difficile. On essaiera d'expliquer le plus simplement possible ce qui va pouvoir se passer. Alors certains diront ça va coûter très cher, il va falloir agrandir l'hémicycle. Puis d'autres diront c'est peut-être bien dans le cadre de la clarification, dans le cadre de la transparence, etc. On aura chacun notre message. On en reparlera en 2014, on a le temps. Merci à tous les deux, François Bonneau, Éric Doligé. Merci à Christophe Carin et Sophie Deschamps. Et merci à vous de nous avoir supportés. Ce n'était pas toujours simple, je crois, comme débat. Les explications sont complexes. Le sujet l'est aussi.